Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu puisqu'il verra 6 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films d'inédits exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 143e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 5 décembre, il est exactement 10h et nous allons parler aujourd'hui de la classe IMOCA dont la saison 2023 est en passe de s'achever puisque se termine cette semaine retour à la base, transat en solitaire entre Fort-de-France et Lorient. Et nous allons parler de cette saison IMOCA avec le président de la classe des monocoques de 60 pieds, Antoine Mermot, qui est chez lui du côté de Paris. Salut Antoine. Salut. Eh bien Antoine, avant de te donner la parole, je vais faire un récapitulatif rapide de cette saison 2023 qui aura été bien chargée pour la classe IMOCA, avec la mise à l'eau de 6 nouveaux bateaux, dans l'ordre de leur mise à l'eau, Paprec Arkea, Fort People, Stand As One, Massif Santé, Prévoyance, Oceans Lab et Tout Commence en Finistère, Armor Luxe. Une saison qui a été aussi animée par les affaires Clarisse Kremer et Kevin Escoffier, le retrait d'un sponsor, malheureusement pour Nicolas Troussel, Corum l'épargne, et surtout un calendrier sportif bien rempli, puisque la saison a débuté dès janvier avec The Ocean Race, pour la première fois en IMOCA et remporté en juin par l'équipage d'Eleven Sao Racing Team de Charlie Wright. La saison s'est poursuivie par la Guyadère Bermude Mill Race, course en double, qui a vu la victoire pour la première course de Fort People de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, puis la Rolex Fastnet Race en juillet, remportée là aussi pour la première course du bateau par Charlie Dalin et Pascal Bidégory sur Massif Santé Prévoyance. La seconde partie de la saison a débuté par le défi Azimut Lorient Agglomération, qui a vu la victoire du duo Jérémy Bayou-Franck Camas sur Charal, avant la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, marquée par le doublé de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Fin de la saison maintenant avec retour à la base, qui est donc parti en fin de semaine dernière et qui est à peu près à la mi-course au moment où on enregistre cet épisode, avec une très belle lutte aux avant-postes entre Johan Richomme, Sam Goodchild et Jérémy Bayou. Rien n'est encore dit sur cette transat en solitaire dont l'arrivée est prévue en fin de semaine du côté de Lorient. Antoine, quand tu entends ce récapitulatif de cette saison 2023, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est une saison bien chargée, bien animée du côté de l'IMOCA. Bah oui, effectivement, hein. C'est vrai que quand on entend tout le récapitulatif, le mois de janvier paraît bien loin maintenant.
Et bah effectivement, ouais, c'était une énorme saison, sûrement la saison la plus complète qu'on ait pu faire dans l'histoire de l'IMOCA. Et surtout, bah, sportivement, hein, c'est vrai que les bateaux ont régaté bah, tout le temps, toute l'année, sauf peut-être au mois d'août. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'était une sacrée année 2023. Une sacrée année 2023 avec un sacré plateau. Il n'y a jamais eu autant de bateaux d'IMOCA sur le plateau. Bah oui, parce on était 40 au départ de la Transat Jacques Vabre, et je crois qu'on était en tout sur la saison, on avait 46 membres actifs, donc ça veut dire qu'il y a eu 46 participants différents aux différentes courses. Bah donc c'est sûr que pareil, je crois que le plus c'était l'année dernière avec 37, mais on a encore bien, ouais, on a gagné encore 15% ou 18% de membres cette année. Ouais. Bon, on va parler de l'actualité avec Retour à la base qui est donc parti jeudi dernier de Fort-de-France. Il y a une course très animée hein, avec une belle bataille aux avant-postes. Rien n'est encore dit et bien malin celui qui va nous donner le vainqueur de cette première édition de Retour à la base. Quel est ton regard sur cette course, Antoine? Bah, c'est une course hyper intéressante parce que bah, déjà c'est une course en solitaire, donc dans le petit retour que tu as fait sur la saison, on a commencé en équipage, après on a eu une grosse saison de double et on finit en solitaire. Et c'est vrai que bah, pour la majorité des skippers qui sont dans le cycle un petit peu historique de l'IMOCA, hein, qui vont vers le Vendée Globe, bah là on attaque la dernière partie de la préparation du Vendée Globe avec les 3 transats en solitaire et donc le Tour du Monde en solitaire. Donc c'est une course qui est hyper importante parce qu'elle tombe finalement à la fin de l'année 2023, avant le chantier d'hiver de préparation à 2024. Et donc on a les binômes skipper-bateau qui sont pour la plupart maintenant en place, et en particulier dans cette course. Donc au final, bah, on va avoir bah, des premiers retours sur la vitesse des bateaux, leur capacité à les mener par rapport à ce qu'on a pu voir en double, hein, la capacité de les mener vite en solitaire aussi. Et puis techniquement parlant, on va avoir aussi un feedback hyper intéressant. Donc là en particulier, on a eu pas mal de sujets sur les mâts ces derniers temps, donc on a on fait un gros travail de suivi et de contrôle et éventuellement de renfort des mâts pour les prochains mois. Donc cette course, elle est d'une part sportivement, c'est une super course, mais pour nous au niveau de la préparation et du travail préliminaire à la saison 2024, elle est hyper importante. Ouais. Ouais, tu parlais des mâts, il y avait quelques inquiétudes, hein. Il y a malheureusement quelques mâts qui sont tombés ces 2 dernières années. Là, il y en a pas eu C'est 3 même. sur les 3 dernières années. Il y en a pas eu sur la Transat Jacques Vabre. On touche du bois, il y en a pas Non. pour l'instant sur Retour à la base. Est-ce que ça veut dire qu'un travail particulier a été mené sur ce sujet? Ben, donc en fait, effectivement, les mâts, la conception des mâts date de 2013, et jusqu'en 2020, on n'a pas eu de dématage. Et finalement, on a eu donc un premier dématage au Vendée Globe avec Corum. Après, ça a enchaîné sur la Jacques Vabre l'année suivante avec 2 dématages en 2021, 2 en 2022, et puis là, on est à 3 en 2023. Donc, ça veut dire que la tendance, elle est pas forcément, elle est pas bonne. Donc c'est un sujet sur lequel on est hyper attentif. Bon, la réalité, c'est que bah, les bateaux sont poussés de plus en plus loin et s'approchent de plus en plus de la limite d'utilisation des mâts. Donc de fait, bah, c'est de plus en plus critique. Et donc bah, là, on a prévu de mettre des renforts sur les mâts pour la saison 2024. Il y a déjà quelques mâts qui ont pu être traités avant le départ de la Jacques Vabre. Donc là, bah, on va avoir un gros, on va rechecker bah, tous les mâts pour voir un petit peu faire comment dire, regarder un petit peu les différentes évolutions de points qui nous semblaient un peu critiques. Et puis après, on va appliquer donc des renforts sur tous les mâts dans l'hiver, bah, pour augmenter un petit peu les marges de sécurité d'utilisation en vue du Vendée Globe. Ouais. D'accord. À quel niveau ces renforts? C'est au niveau des cadennes. D'accord. Des cadennes de J2, J3 et câblage. D'accord. Sur Retour à la base, Thomas Ruyant a battu le record des 24 heures en solitaire. Il a battu le record qui détenait Alex Thompson depuis 2017 de 3000. Je crois qu'il a fait 539 000,94 exactement hier, lundi. Boris Herman puis PRB, Holcim PRB avec Kevin Escoffier avait battu sur The Ocean Race le record absolu des 24 heures en IMOCA avec 640 000. C'est un peu inéluctable que cette nouvelle génération de bateaux
bateaux améliorent les performances des précédentes, Antoine? Ah bah oui, oui, tout à fait, hein. Bon, après, il faut savoir que les records, donc c'est d'un point A à un point B sur 24 heures. Et en fait, il y a très très peu de moments où on va tout droit. Donc en réalité, même là, hein, quand Thomas a battu son record, on a vu que sur le fond, avec les empannages, il avait fait 550 ou 560. Mais en fait, en réalité, en ligne droite, il avait fait donc un petit peu moins de 540. Bah, on a bien vu qu'entre 2017 2020, le gain de performance a été hyper important à certaines allures. Euh, je pense qu'entre 2017 et enfin entre 2016, 2017 et aujourd'hui, on est à 20% de gain, voire même plus 25% de gain à certaines allures. Donc c'est vrai que de passer de 540, qui est à peu près ce qu'on arrivait à faire avec, enfin les meilleurs scores qui ont été faits avec les bateaux de génération 2016 à autour de 600 sur les un peu plus même sur les 2024, bah c'est inéluctable. Après, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait les bonnes conditions au bon moment dans une course ou dans un moment où entre guillemets on peut le chronométrer. Euh, mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui les 640 en 24 heures, ça représente sûrement ce qu'on peut faire. Enfin, le maximum de ce qu'on peut faire en équipage sur ces bateaux-là. Donc peut-être qu'on peut gagner un petit peu. Après, en solitaire, je pense que si on a des conditions assez bonnes, on doit pouvoir aussi arriver pas loin des 600 000, ouais, vraisemblablement. Ouais. Les IMOCA de dernière génération, donc ceux qui ont été construits depuis le dernier Vendée Globe, et notamment ceux construits dans des nouveaux moules, comme on va parler de Fort People par exemple, et après Arkea, les plans Fino Conque, Antoine Coche, le plan Sam Manuar, Charal et d'autres. Est-ce que tu as l'impression que cette génération a encore franchi un pas par rapport à la génération précédente, celle du Vendée Globe 2020? Est-ce que tu es surpris par les vitesses, hein? On a entendu les marins à l'issue de la Jacques Vabre être parfois eux-mêmes surpris par les vitesses qu'ils ont pu avoir au portant dans la partie alizée de la Transat Jacques Vabre. Bah oui, enfin, si les marins se surprisent, je peux difficilement dire le contraire parce que c'est eux qui naviguent sur les bateaux et qui les connaissent par cœur. Non, ce qui est assez génial, c'est de voir que finalement la règle, elle a pas beaucoup évolué, voire même pas réellement évolué entre le Vendée Globe 2020 et le Vendée Globe 2024. Même 2016, ça a pas trop changé. Et de voir que finalement dans cette boîte qui est dans lequel doivent s'inscrire un petit peu les designers, bah, on arrive d'une part à effectivement trouver des solutions pour progresser, mais aussi on arrive à voir que les solutions sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'entre un bateau comme le bateau Standard One et puis le bateau de Thomas Ruyant, Fort People, c'est des concepts et des bateaux qui sont extrêmement différents. Quand on voit aussi le travail et les options qu'ont été cherchées Charal avec ses safrans et une carène assez puissante, alors que de l'autre côté on va avoir Standard One qui va plutôt avoir une carène qui traîne moins. C'est quand même assez incroyable et hyper intéressant de voir que d'une part on progresse d'un cycle à l'autre, mais surtout qu'au final il y a plein d'options différentes qui sont mises en avant et c'est hyper serré, hein. Sur Ocean Race, on a bien vu que la version VPLP, donc Malizia, contre les versions de Verdier, à la fin, au bout d'un tour du monde de 6 mois de régate, les écarts sont infimes. Et donc c'est vrai que la compétition technologique, la compétition de design, elle est hyper intéressante, hyper stimulante pour les différents acteurs et c'est un régal. Ouais. Ouais, le juge de paix sera pour tous, hein, puisque leur objectif final, c'est bien sûr le Vendée Globe. Donc cette édition 2024 du Tour du Monde qui s'élancera maintenant dans moins d'un an. On sait que sur le dernier Vendée Globe, finalement, on avait constaté en avant-saison ou sur les courses précédentes une différence entre les nouveaux bateaux et les vieux bateaux entre guillemets qui s'étaient finalement pas avérées flagrantes sur le Vendée Globe avec des conditions certes particulières. Est-ce que cette fois-ci, tu as l'impression que la nouvelle génération va vraiment prendre le pas sur les bateaux de génération précédente en utilisation en solitaire sur le Vendée Globe? Alors, il y a trois choses qu'il faut voir pour le Vendée Globe. C'est effectivement, la performance intrinsèque des bateaux et la capacité des skippers de les mener. Deux, la fiabilité. Et trois, la météo. Sur le dernier Vendée Globe, on a eu une météo qui a toujours bloqué par devant. Et notamment, on peut regarder, il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est que quand on regardait la régate virtuelle jusqu'à peu près mi-parcours, elle était à égalité avec la régate réelle. Et finalement, au moment où Apivia ne passe pas la très très grosse dépression, la régate virtuelle, elle passe, elle arrive 7 jours avant.
Ouais. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais si Apivia était passé, toute votre analyse, elle serait complètement différente, même si finalement c'était la même course. Donc ça, c'est un premier point. Donc la météo, qui forcément fait que ça, c'est une grosse incidence. Après, la fiabilité, le Vendée Globe en particulier, c'est une course de fiabilité. Et c'est vrai que la dernière fois, la difficulté qu'on a eue, c'est que les bateaux ont été mis à l'eau pour la Jacques Vabre, mis à part Charal, qui avait été mis à l'eau pour la route du Rhum. Ouais. Et en fait, la Jacques Vabre 2019, on n'a pas eu de vent, ils n'ont pas pris un riz sur la course. Et après, donc la saison 2020, avec le Covid, en fait, on a supprimé les 2 transats pour passer juste sur retour à la base. Donc en retour à la base, on a eu des conditions qui étaient pas si challenging que ça, qui était une course de 7 jours. Donc en réalité, les bateaux neufs en 2020, c'était un concept avec des grands foils, donc des choses un petit peu nouvelles, qui finalement ont fait une Jacques Vabre qui a pas été très challenging. Et derrière, au lieu de faire 2 transatlantiques, ils ont juste fait 7 jours de course. Ouais. Des bateaux comme Hugo Boss, faut savoir qu'il avait passé un front avant Ouais, de bien sûr. partir sur le Vendée Globe, parce que lui, il n'avait pas fait le retour à la base. Il était un petit peu en retard avec l'accident qu'il avait eu sur la Jacques Vabre. Donc en fait, en 2020, on a eu donc cette météo qui a été particulière, et en plus, on a eu une préparation qui a été tronquée, qui a été extrêmement défavorisante pour les bateaux qui avaient été mis à l'eau à l'eau quelques mois avant. Donc c'est vrai que les grands foils, les hautes vitesses sur du long terme et tout ça, on partait avec un niveau de préparation qui était extrêmement bas, à tel point qu'au mois de juin, on s'est décidé avec la majorité des équipes à partager toutes nos datas parce que finalement, on n'avait pas réussi à faire avoir assez de retours en fait pour fiabiliser les bateaux. Ouais. Alors là, en 2024, on est dans une situation très différente. Alors déjà, la météo, on verra bien ce qu'elle donnera. Hein. Si on a la météo du Vendée Globe 2012 ou 2016, où les premiers se sont échappés et c'est toujours parti par devant, on aura peut-être l'analyse de dire que c'est formidable ces bateaux-là, alors que ça sera... Bon, après, au niveau performance, là, très très clairement, déjà en 2020, les bateaux comme Charal ou Apivia ou Blinked Out, on voit les performances qu'il a. On voyait bien que c'était déjà largement au-dessus de ce qui se faisait dans le passé. Là, on a encore pris un cran parce qu'on connaît mieux les bateaux, parce que les règles n'ont pas changé, parce qu'on a vu pas mal on voit par exemple sur les foils en 2020, il y avait 3 ou 4 options différentes de foils. Là, on voit qu'on est en train de converger vers une vers une bonne solution. Là où en 2020, il y avait tout le monde qui avait fait 2 paires de foils parce qu'ils savaient pas trop où ils en étaient. Là aujourd'hui, on n'est plus vraiment là-dedans parce que globalement, les solutions, les solutions paraissent bonnes. Et puis on a 4 ans maintenant de pratique avec ces bateaux-là, donc on voit vraiment où on va. Donc là, au niveau performance, sur le papier et en théorie, c'est beaucoup mieux. Et après, au niveau fiabilité, donc c'est toujours le point d'interrogation. La fiabilité, c'est assez compliqué, d'autant plus compliqué qu'on va très vite et très loin. Le problème de faire un Vendée Globe, c'est qu'on peut pas faire un Vendée Globe d'entraînement pour valider les différentes options qui vont être mises sur les bateaux, quoi. C'est-à-dire que on essaie de reproduire des bouts. Donc par exemple là sur retour à la base, le fait qu'ils naviguent dans du vent au portant pendant 3-4 jours, c'est des conditions de grand sud. Donc déjà là on va accumuler énormément de data sur la façon de mener les bateaux, sur les différents efforts et ainsi de suite pour réussir à simuler cette partie-là. Mais sur le Vendée Globe, ça va durer 3 semaines, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. donc la fiabilité, c'est vraiment la clé du jeu, et c'est un travail qui est vraiment hyper, enfin comment dire, très long, Ouais, qui de est longue haleine, qui ouais. est, qui est pas facile à gérer, et il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Hein. Il y a les coefficients de sécurité qu'on peut mettre. Ça peut se jouer à pas grand chose, quoi. C'est-à-dire que quand les skippers naviguent à 25 nœuds en solitaire, il suffit d'un grain de sable et derrière ça peut créer une réaction en chaîne qui fait que le bateau est de fait dans une situation compliquée, très mal utilisé, et on peut arriver à avoir beaucoup d'avaries, quoi. Ouais, Donc après au niveau fiabilité, il y a autre chose, c'est que par rapport à 2020, on a aussi eu Ocean Race l'année dernière, et là on a 5 bateaux qui ont fait le tour, où là pareil on a accumulé une quantité d'informations, d'expériences sur plein de choses sur le bateau qui profitent de fait à toute la flotte. Donc je pense qu'avec plus de temps
le fait qu'on arrive à avoir peut-être plus de courses aussi de préparation. Les bateaux ont été mis à l'eau aussi plus tôt qu'en 2020, Ouais, bien sûr. puisque justement c'était aussi un des retours qu'il y a eu après ce Vendée Globe 2020, c'est que bah, si les bateaux n'avaient pas été forcément à la hauteur de l'enjeu, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas pu être assez bien préparés. Donc là, on voit que tout s'est décalé d'un an. Tout le monde a essayé de mettre les bateaux à l'eau plus tôt. Donc tout ça mis bout à bout, plus le fait qu'il y en a beaucoup, des bateaux qui sont entre guillemets des foilers qui vont chercher la victoire. Il y a quand même de très très fortes chances que ce soit mieux qu'en 2020 et que le bilan soit plutôt positif ce coup-là quoi. Mais bon après on verra bien ce qui se passera parce que ça reste des courses à la voile et Exact, il y a et du beaucoup sport. d'inconnus. Mais, mais, Euh, c'est, mais, mais c'est ça qui est génial. bien Mais sûr. en tout cas, très honnêtement, le travail de fond qui a été fait pour préparer ce type de bateau à faire le tour du monde, donc en solitaire, Vendée Globe, hein, en naviguant pas dans leur potentiel, entre Ocean Race, toutes les courses qui a été faites, l'ensemble du travail par tous les ingénieurs, les architectes, la connaissance, il y a eu un travail phénoménal qui a été fait depuis 4 ans, et j'aimerais espérer que ce travail de fond qui a été fait par tout le monde, ben, il paye et que du coup sur le prochain Vendée Globe, on ait un résultat spectaculaire. Ouais, ouais. Tu parlais de The Ocean Race, justement, on va faire un petit retour en arrière sur cette saison qui a donc débuté en janvier dernier à Alicante par l'édition 2023 de The Ocean Race, dont c'était la première en IMOCA. Quel bilan reste-tu un peu de cette première? Est-ce que on peut parler d'essai transformé pour la classe IMOCA? Ah bah complètement, hein, franchement c'était génial. Euh, C'était génial bah, d'abord parce qu'effectivement c'était un défi. On savait pas trop où on allait. Les premières c'est toujours des moments assez spéciaux. Euh, donc, bah, effectivement, hein, ça a été compliqué de construire cette course, hein, puisque il y a eu beaucoup, il y a eu le Covid, effectivement, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était pas simple. Et puis pareil, quand on fait une première, ben, il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, il y a pas beaucoup de pionniers. C'est-à-dire que les gens qui se lancent avec un niveau d'inconnu important, ben, ça, c'est pas forcément la majorité. Donc, il y avait pas beaucoup de participants. Euh, mais, euh, mais non, c'était hyper intéressant parce que bah, on n'avait jamais vraiment navigué en équipage avec ces bateaux-là, donc on avait pas mal d'inconnus à ce niveau-là. Le parcours en équipage, il est quand même, bah, on parle pas d'un Vendée Globe de 23 000 milles, on parle du double, hein, on parle de 45 000 milles de course. On parle pas de 3 mois ou 2 mois et demi, enfin 70 jours. On parle de 6 mois non-stop avec un rythme incroyable. C'était une confrontation et un mix entre deux cultures, la culture plutôt solitaire française autour bah, des navigations comme le Vendée Globe, avec de l'autre côté bah, une culture anglo-saxonne qui est plus tournée vers l'équipage, vers l'effort collectif et donc en fait c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant parce qu'il y avait des tas d'inconnus, il y avait beaucoup de gens de très très grande qualité, des échanges, des régates aussi, des compétitions. Et puis aussi, on s'est rendu compte de certaines choses qui fonctionnaient très bien, d'autres qui fonctionnaient moins bien. Mais je dirais qu'en 6 mois, en tout cas moi personnellement, j'ai eu l'impression d'apprendre plus qu'en 5 ans d'IMOCA, quoi. Tellement il s'est passé de choses, quoi. Ouais, Donc non, ça a été un grand, vraiment un super truc, ouais. tu parlais de cultures différentes. Le vainqueur donc de cette édition de The Ocean Race, Eleven Sailor Racing Team, mené par Charlie Enright, et Charlie Enright qui ne prendra pas le départ du Vendée Globe, hein. Le bateau a été racheté par Sébastien Simon qui est en train de courir retour à la base. Est-ce que ça veut dire que c'est encore compliqué de convaincre les Américains ou autres, ou les Anglo-Saxons qui ont une culture d'équipage, de venir se frotter aux marins plus français, même s'il y a de plus en plus d'étrangers sur le Vendée Globe, sur le Tour du monde en solitaire? Bah, c'est sûr, hein, c'est comme je disais, hein, c'est deux cultures et deux histoires différentes. C'est vrai que nous en France, ben il y a toute une filière. Ça commence en mini, en Figaro, en classe 40 et dans toutes les catégories. Donc finalement, les skippers très jeunes bah, commencent à faire du solitaire et progressent et grandissent entre guillemets dans leur métier autour du solitaire.
chez les Anglo-Saxons, très jeunes, les skippers ou les marins se retrouvent équipiers sur des bateaux de régate hyper pointus et progressent dans une logique d'équipage. Donc de fait, c'est peut-être plus facile pour des gens qui font du solitaire d'aller du côté de l'équipage, puisque le solitaire c'est quand même quelque chose de très très particulier. Mais donc effectivement, la marche est peut-être plus délicate à faire dans le sens de l'équipage vers le solitaire. Euh, mais euh, mais ça veut pas dire que ça va pas arriver. Mais ce qui était intéressant, c'est que même déjà à la base, des gens comme Charlie Enright, quand il est venu faire la Transat Jacques Vabre, c'était la première fois qu'il naviguait en double. Ouais, Donc déjà, il y a eu énormément il y a eu un grand pas qui a été fait déjà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant des deux côtés, c'est que justement le fait d'arriver à naviguer, à régater ensemble, ça va pousser les Français à essayer de gagner Ocean Race, puisque ce coup-là, même si c'était eux qui connaissaient les bateaux, finalement c'est ceux qui connaissaient la course qui ont gagné, ouais. donc les Anglo-Saxons. Peut-être que ça sera différent la prochaine fois. Et puis pour les Anglo-Saxons, je crois qu'ils ont pris beaucoup de plaisir sur les bateaux et ils ont découvert des façons de naviguer un petit peu différentes, mais derrière, j'espère que ça va les motiver aussi à regarder pour naviguer en équipage pur et dur. Ouais. Et est-ce que tu Et as ce qui est l'impression, intéressant dans tout ça, c'est le challenge, ouais, encore une fois. ouais. Et est-ce que justement tu as l'impression que cette édition va convaincre des sponsors ou des marins qui hésitaient un peu à se lancer sur cette première, à venir sur la prochaine édition de The Ocean Race qui aura lieu fin 2026, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Hein. Bon, déjà on le voit, hein, puisque on a déjà pas mal de teams étrangers qui sont en train de se monter des gros projets. Donc par rapport à il y a 2-3 ans, ça n'a rien à voir. Hein, l'énergie qui est autour de la course. Donc pour le coup, c'est pas une impression, c'est une réalité, même si euh, on peut pas vraiment. Enfin voilà, c'est un petit peu l'envers du décor et c'est une phase, c'est la phase où tout le monde se met en place. Donc oui, c'est très différent d'il y a 3 ans. Mais puis après, ouais, non, je pense que euh, tout bêtement, hein, je veux dire, une personne, enfin, on est tous des fans incroyables de bateaux hein, et de navigation et de compétition. Et une régate de 6 mois autour de la planète avec des bateaux qui sont capables de faire 650 000 en 24 heures non-stop, c'est un rêve pour tous les marins, ou en tout cas pour tous ceux qui aiment vraiment ça. Donc effectivement, quoi, une fois qu'on a montré que c'était possible, et qu'on n'est plus dans l'aspect un petit peu pionnier, se lancer dans une aventure de ce calibre-là, un challenge de ce niveau-là, je crois qu'il y a énormément de marins qui le souhaiteraient. Après, malheureusement, la difficulté, c'est que ça demande des moyens. Et c'est vrai que même s'il y a beaucoup de bateaux et beaucoup de projets en ce moment, trouver des sponsors, c'est quand même la partie qui est quand même la plus compliquée hein, dans notre sport. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont arriver à aller au bout de leur projet, mais aujourd'hui, il y a énormément de skippers et de teams qui sont en lice pour participer à la prochaine. Ouais. The Ocean Race a aussi été marqué par une affaire extra-sportive, l'affaire Escoffier, sur laquelle on va pas revenir en longueur. Juste un mot là-dessus, Antoine. Est-ce que au sein de la classe IMOCA, ça vous a conduit à réfléchir ou à prendre des mesures de prévention ou d'alerte sur un sujet qui concerne pas seulement la voile, pas seulement le sport, toutes les sphères de la société? Bah oui, non, forcément, hein, parce que euh, bah, enfin, comment dire, chaque événement ou chaque incident ou accident ou chaque problème qui va se poser, ça amène une prise de conscience, ça amène à faire évoluer les choses, éventuellement à faire évoluer les règles. Donc là, tout à fait concrètement, on a fait évoluer le règlement intérieur de la classe IMOCA en focalisant plus sur ce type de sujet. On est en train de mettre aussi en place une politique en anglais on dit safeguarding, Ouais. pour que justement la parole ou en tout cas la façon dont pourra être reçue des gens qui sont victimes soit facilitée, voire même encouragée, pour justement que s'il y a des comportements qui sont problématiques ou des situations qui sont problématiques, et ben on soit capable, enfin les victimes soient à l'aise pour très rapidement comment dire les dénoncer et puis et que tout le monde soit à l'aise pour pouvoir travailler là-dessus. Donc encore une fois, hein, chaque, enfin, ce qui s'est, enfin, cette situation nous permet de grandir, d'être confronté à des problèmes auxquels on n'avait pas forcément été confronté dans le passé, ou en tout cas pas
pas direct, enfin pas Ouais. publiquement. Donc oui, je pense qu'on sera beaucoup mieux armé dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent pour traiter et ou en tout cas pour détecter le plus rapidement possible ou empêcher ce type de comportement. Bon, revenons au sport. Le second grand rendez-vous de la saison aura été donc la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, avec un record de participation pour la classe IMOCA de 40 bateaux, tu l'as dit tout à l'heure. Un départ décalé de 9 jours pour la classe. Tu avais été sur le coup assez remonté parce que les IMOCA avaient été privés d'exposition télévisée le jour du départ, le 29 octobre. Avec du recul, est-ce que tu penses que cette situation aurait pu être mieux gérée ou on a vraiment eu affaire quand même à des conditions exceptionnelles cette année? Non, on n'a pas eu affaire à des conditions exceptionnelles puisque la route du Rhum avait été décalée déjà l'année d'avant et la Transat Jacques Vabre a aussi été plusieurs fois décalée. Donc des départs de Transat qui partent au mois de fin octobre, début novembre de France, enfin en particulier ou de la Manche, c'est quand même c'est assez critique. Donc effectivement, c'est toujours compliqué de partir et donc je pense qu'effectivement la situation elle a pas forcément été bien gérée puisque au-delà de la décision qui a été prise, qui était sûrement la bonne décision, c'est surtout l'anticipation et la façon dont on a construit la semaine d'avant le départ qui, me semble-t-il, est pas forcément à la hauteur des enjeux, quoi. Et donc voilà. Donc après, c'est un débriefing qu'on va faire dans les prochaines semaines avec les différentes parties prenantes, mais c'est certain que quand on a 95 bateaux dans un port, il faut être capable enfin, des décisions à 8 heures du matin le jour du départ avec les moteurs allumés sur les bateaux, ça me semble un petit peu tardif comme décision. Et c'est vrai que ça a posé pas mal de problèmes et c'est sûrement pas à la hauteur de ce que nos partenaires attendent comme professionnalisme par rapport aux investissements et aux enjeux de notre classe. Ouais, tu le disais, c'était pas une première, hein, la route du Rhum l'année dernière, Jacques Vabre avait déjà connu des départs reportés. Est-ce que selon toi, il faut remettre en cause le principe de ces grandes courses multiclasses? Non, je pense pas. Hein. Je pense que c'est des super courses parce que déjà elles existent depuis longtemps et puis elles ont une vraie histoire. Par contre, je pense qu'il faut qu'elles évoluent dans le sens où c'est des courses qui existent depuis 30 ans pour la Jacques Vabre et un petit peu plus pour la Route du Rhum. Mais la voile professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui et les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui et les contraintes qu'on peut avoir ou les attentes qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est très différent de ce qu'il y avait. Bon, évidemment, il y a 40 ans, mais même il y a 10 ans, la voile, elle a beaucoup, beaucoup évolué dans les dernières années. On voit que le chiffre d'affaires global des différentes flottes a considérablement augmenté. On voit qu'on fait des courses avec plus de 100 bateaux quand on fait des courses multiclasses. Il faut savoir que pendant 25 ans ou pendant 35 ans pour la route du Rhum, on parlait de 30 à 40 bateaux quoi quand on faisait une course multiclasse. Là, on parle de 100 à 150 bateaux maintenant. Donc je pense que ces courses, enfin, c'est des courses hyper importantes et ça reste c'est des grands rendez-vous. Mais par contre, je pense que effectivement, il faut qu'elles évoluent aussi avec la flotte qui évolue, avec notre métier qui évolue, qui se professionnalise et malheureusement avec aussi des attentes et des enjeux qui sont beaucoup plus grands aujourd'hui puisque les budgets, les investissements des partenaires ont aussi beaucoup évolué. Donc derrière, les attentes et les contraintes évoluent aussi et donc ça doit aussi être mis en avant pour que les courses s'alignent aussi avec le niveau d'exigence que peuvent avoir les partenaires des différentes équipes, quoi. Bon, il va y avoir des bons débriefings dans les semaines à venir. Comme en Dans les 2021. semaines, ouais, mais après c'est positif aussi, Oui, c'est-à-dire oui, que si tout était toujours parfait, la vie serait un peu triste. bien sûr. Mais c'est important que justement qu'on soit capable d'évoluer, de réfléchir, de comprendre, de réorienter certaines choses, mais de tous ensemble, hein, pour qu'on soit en ligne avec les attentes ou les contraintes diverses et variées, quoi. Mais faut prendre ça très positivement, faut surtout pas prendre ça négativement parce que notre course large elle est formidable et le fait qu'elle évolue c'est exceptionnel et le fait que ça nous challenge et que ça nous oblige à sortir un petit peu de notre zone de confort, c'est aussi hyper important, mais c'est aussi ça qui est excitant dans notre métier, quoi. Donc je pense que c'est plutôt très positif
que tout soit pas parfait et qu'on soit challengé pour qu'on s'améliore tous. Pour parler de cette Jacques Vabre Normandie Le Havre, comme en 2021, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière se sont donc imposés sur Fort People, un bateau qui avait été mis à l'eau en mars et qui avait été considérablement renforcé car il avait été assez abîmé structurellement sur le Fastnet. Il y a eu pas mal de cas similaires l'année dernière sur la route du Rhum, de bateaux neufs abîmés structurellement, même encore cette année sur d'autres bateaux. Comment tu Alors, expliques? à la route du Rhum l'année dernière, je... Oui, je pense qu'il y avait le bateau de Sam, Initiative Cœur, où il y avait quelques... Ah oui, ouais, enfin c'était différent là. C'était plutôt des systèmes qui étaient Oui. pas tout à fait bien Donc montés, hein. peut-être des problèmes de jeunesse, alors on va dire. Est-ce Ouais, que ouais. est-ce que quand même quand on voit ce qui est arrivé à Fort People, comment on peut l'expliquer? Est-ce que parfois on minimise en amont les impacts que peuvent avoir ces bateaux à haute vitesse dans de la mer? Ah bah ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, donc c'est pour ça que j'étais pas tout à fait un peu incrédule sur l'histoire de la route du Rhum. Bon, en fait, un gros problème qu'on a, c'est le slamming. Oui, Donc c'est-à-dire que comment dire les impacts du bateau sur les vagues. Donc c'est donc l'énergie du bateau, bah, c'est au carré de enfin l'énergie donc de l'impact, hein, c'est au carré de la vitesse. Donc plus on va vite, plus ça va taper fort, et donc plus les efforts vont être importants dans la structure. Euh, En fait, depuis longtemps, puisque je sais pas si vous vous souvenez, la Jacques Vabre 2015, on avait eu ce type de problème tout à fait, ouais. avec Safran notamment et Gitana. En 2020, ça a été moins clair parce que finalement on n'a jamais eu vraiment de grosses conditions, mais c'est ce qui finit par arriver à Alex Thompson sur le Vendée. Mm. Et là, là effectivement sur Ocean Race, on a eu beaucoup de problèmes de fond de coque, mais qui ont été renforcés au fur et à mesure avec des lisses qui cassaient. Donc le problème qui est arrivé comment dire à Fort People, c'est donc qui a été aussi réparé sur Arkea de la même façon. Ah, c'est sûr que quand on a des bateaux qui naviguent à 18-20 nœuds au près dans 5 mètres de creux, c'est euh, c'est des euh, c'est des pics de charge qui sont énormes. Et le problème, c'est que les structures, donc les fonds de coque, d'une part, il faut qu'ils soient hyper solides, donc hyper raides, mais d'autre part, il faut aussi que quand il y a des efforts, ils puissent être bien diffusés, quoi. Donc l'équation, elle est vachement difficile à gérer pour les architectes parce que plus ils vont faire des panneaux raides, plus ça va être compliqué aux encastrements, et plus ils font des panneaux souples, ben plus Mm. potentiellement. Donc en fait, l'équilibre et la façon de construire ces fonds de coque versus le niveau de performance et le niveau de choc qu'il peut y avoir sur les bateaux, c'est vraiment un sujet qui est compliqué, qui est compliqué chez tout le monde, hein, puisqu'on voit la maître coque, il a eu encore des Ouais, problèmes tout de à fond de fait. coque, alors que donc c'est côté donc Verdier et puis c'est Pure structure qui font la structure, donc eux c'est peut-être entre guillemets les plus expérimentés, puisqu'il y a le plus de bateaux, il y a beaucoup de bateaux sur Ocean Race, et pourtant, bah, on voit qu'il y a encore des problèmes. De l'autre côté, donc c'est JC Design qui est la structure avec Antoine Coche et Finot. Bah, on a vu qu'ils étaient a priori allés un petit dans un petit peu light. C'est vraiment complexe quoi de trouver la solution, de trouver l'équilibre. Après c'est pareil. Si on prend par exemple la Jacques Vabre, le départ de la Jacques Vabre, il y avait une mer qui était très très courte et avec beaucoup de mer à la sortie de la Manche. Comment dire, une météo qui faisait que ça partait par devant, donc les skippers avaient quand même parté sur un sprint avec vraiment quelque chose de très important de partir par devant. Et puis donc le plus fort de la mer et le front, il arrive juste à la sortie de la Manche avec beaucoup de courant et tout ça. Donc ça c'est des conditions où finalement on a été aussi peut-être au-delà de certaines enfin je veux dire des limites d'utilisation, par exemple sur des courses comme plus longues, par exemple comme le Vendée Globe, en partant des Sables d'Olonne et avec la perspective de 3 mois de mer, il est possible que les skippers aient été un petit peu moins loin, quoi. Ouais, Donc, ouais. mais assez clairement, le problème des impacts, il est assez dur à résoudre. Enfin, il est Ouais, assez bien dur à sûr. résoudre. C'est un des points qui est le plus critique depuis 8 ans en fait, hein, depuis 2015. Il y a eu, voilà, en 2015, il faut savoir que tous les bateaux récents on avait doublé la structure intérieure, les lisses et tout ça.
En 2020, ça a été quasiment la même chose. Et là, pour 2024, bah, c'est pareil, quoi. Entre Ocean Race et là encore la Jacques Vabre, on voit que tout n'est pas résolu, quoi. Et pourtant, les fonds de coque ont été infiniment renforcés par rapport à ce que c'était dans le passé. Mais c'est pas évident à gérer. Qu'est-ce que t'inspire la nouvelle victoire de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, hein? On rappelle que c'est un triplé pour Thomas Ruyant, vainqueur en 2021 de la Jacques Vabre avec Morgan, vainqueur de la Route du Rhum en solitaire en 2022, vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2023 encore avec Morgan et sur un nouveau bateau. On a l'impression que maintenant un peu le skipper référent de la classe, c'est lui, même s'il n'est pas actuellement en tête de le retour à la base, mais il est bien évidemment en course encore pour la victoire. Bah oui, on peut pas dire grand-chose de plus, hein. Le palmarès parle pour lui. Et c'est vrai que bah, c'est Thomas Ruyant qui est un skipper exceptionnel. C'est une équipe aussi hein, Bien derrière lui, sûr. qui est une équipe aussi qui arrive à maturité, hein, parce que c'est une équipe qui fonctionne maintenant depuis quelques années. Voilà, et puis c'est des bons choix. C'est juste génial. Ouais, ouais. Bon après c'est sûr que ben c'est une compétition et il y en a d'autres qui poussent fort derrière aussi donc et d'avoir la réussite enfin d'avoir tout qui fait que ça marche c'est dingue et je pense qu'il doit l'apprécier enfin il l'apprécie énormément mais après faut pas s'endormir parce qu'il y en a beaucoup derrière quand on voit la course là de Johan Richomme Ouais. c'est assez impressionnant quand on voit les bateaux d'Ocean Race avec Dubreuil et puis Boris et puis et puis Nico Lundven bah, qui sont en train aussi de commencer à se lancer dans la bataille du solo. Je pense que la régate de la saison 2024 ça va être XXL ça va être énorme. Ouais, ouais. Sur cette transat, hein, on l'a bien vu sur la Jacques Vabre, on le voit encore sur Retour à la base. Il y a clairement plusieurs flottes maintenant entre les bateaux des dernières générations, les bateaux de génération précédente, les bateaux à dérive qui sont maintenant vraiment derrière les bateaux à grand foil. Est-ce que vous, à la classe, vous avez réfléchi à des classements spécifiques, à différents classements, peut-être par génération de bateaux, bateaux à dérive, bateaux à foil, parce que forcément pour les bateaux, notamment les bateaux à dérive, on en parle beaucoup moins médiatiquement. On a tendance à quand on évoque une telle course, on a tendance à parler surtout des premiers. Est-ce que c'est un sujet qui est d'actualité au sein de la classe? Oui et non. Non parce que le concept du Vendée Globe, c'est quand même bien que le premier qui arrive, il a gagné. Il n'y Ouais. a pas il y a qu'un seul prix. Enfin, il y a qu'un seul prix. C'est un concept simple et chacun dans cette simplicité peut aller chercher ce qu'il a envie de chercher. Ce qui était hyper intéressant, c'est que la dernière fois, les bateaux à dérive, bah, ils étaient, c'était Jean Le Cam qui était le mieux placé. Il était dans les 5 premiers. Ouais. Donc finalement, bah, le concept est bon. Donc la réponse c'est plutôt non. Et par contre, bah oui aussi parce que on réfléchit, on regarde aussi parce que bah on a une quarantaine de bateaux et puis il y a effectivement des groupes qui sont hyper intéressants à voir. Hein. Si on regarde typiquement la Transat Jacques Vabre, la bagarre des bateaux à dérive, enfin disons des bateaux de 2008-2012 Mmh. et ben elle était hyper intéressante. Elle était le niveau d'engagement était hyper intéressant. Il y en avait qui étaient au sud, d'autres qui étaient au nord. Ça a été une bagarre de vitesse aussi de chaque paquet, une gestion de l'avarie, de l'engagement et ainsi de suite. Donc effectivement, ben il y a un groupe de bateaux entre guillemets comparables avec des gens qui naviguent extrêmement bien et qui sont dans une vraie régate. Donc c'est vrai qu'on a envie de faire un focus aussi dessus pour mettre en valeur la qualité de tout ce groupe-là, quoi. Donc Ouais. c'est pas facile c'est-à-dire que comment dire, dans l'attention et dans la passion et dans le suivi, c'est une évidence que de bien regarder ce que chacun peut faire et de valoriser au maximum ce que tout le monde ce qui se passe sur l'eau.
Après, dans la politique générale, c'est pas forcément évident de trouver la bonne façon de le faire. Ouais. Dans ces marins qui naviguent bien, si on regarde le classement actuel de retour à C'est la tous, base, hein, franchement, ils naviguent franchement. tous bien là. Si on regarde le classement au moment où je te parle de retour à la base, c'est Benjamin Ferré et Violette d'Orange qui sont aux avant-postes sur les bateaux à dérive. De Hmm. nouveau dans la classe, hein. Benjamin, il a débuté il y a 2 ans maintenant, je crois. Violette d'Orange, elle débute vraiment cette année sur la classe IMOCA. Est-ce que tu es surpris par leur performance? Est-ce que tu t'attendais déjà à les voir si à l'aise sur ces bateaux-là? Est-ce que je suis surpris? Non, enfin non, pas vraiment. Si on parle de Violette d'Orange en particulier, hein, parce qu'elle c'est sa deuxième course, sa première course en solitaire. Ouais, Bah, déjà quand on voit ce qu'elle a pu faire en Figaro, on voit que c'était déjà hyper intéressant. Que c'est quelqu'un qui a ça dans la peau, qui navigue très très bien, qui va au bout de ses choses, qui est bien organisé. Et le bateau sur lequel elle navigue, c'est Hubert. C'est un bateau ouais, qui était le meilleur de sa génération 2008 hein, et qui a été largement, enfin qui a super bien évolué hein, jusqu'à gagner la Barcelona en 2015. Et on voit que donc si on prend un très bon bateau qui a été très bien entretenu, bien modifié et qui est toujours resté au goût du jour et qu'on a un skipper qui bosse bien et qui a du talent, bah forcément ça donne des bons résultats quoi. ouais, ouais. Voilà. Et puis pour Benjamin Ferré, c'est un peu pareil. Le bateau, c'est massif, c'est le bateau à Ouais. dérive qui a été le dernier jet, le meilleur, qui est incroyablement réussi. Derrière, c'était SMA donc avec Paul Meillat, ils ont bien bossé hein, autour de l'équipe de Mijdej. Il a évolué dans le bon sens. Banque Populaire l'a repris derrière et pareil, ils ont bien fiabilisé le bateau. Donc c'est un bateau qui ne cesse d'évoluer finalement depuis 2012 où il était déjà le meilleur. Donc voilà. Et Benjamin, c'est bah pareil, on voit que la qualité enfin la qualité enfin la façon dont il monte son projet, c'est hyper intéressant, c'est hyper organisé, c'est hyper pro. Donc non, il n'y a pas trop de surprises. Bon, la surprise, c'est effectivement pour le grand public qui découvre des nouveaux noms, Ouais, ouais, bien sûr. mais, faut voir que enfin la génération des moins de 35 ans et tous ceux qui arrivent, c'est déjà d'un niveau. Enfin, quand ils arrivent à l'IMOCA, ils ont déjà un niveau de navigation, de professionnalisme, d'organisation qui est admirable, quoi. Donc c'est aussi pour ça que bah, il y a beaucoup de jeunes skippers qui arrivent sur des projets IMOCA, mais c'est déjà des skippers qui sont extrêmement expérimentés et qui sont déjà largement prêts pour se lancer dans ce type de compétition. Ouais, un petit mot sur les bateaux de génération 2008. Est-ce qu'ils seront encore aptes pour le Vendée Globe 2028? On sait que pour le Vendée Globe 2024, celui de l'année prochaine, les bateaux de génération antérieure à 2005 ne l'étaient plus. Est-ce que vous allez prolonger la vie de ces bateaux ou est-ce qu'ils vont être mis au rencard? Non, non. Là, on est en train de travailler justement sur ce qu'on appelle les règles de classe 2029, qui sont Ouais, celles qui vont s'appliquer après le prochain Vendée Globe et qui sont les règles donc du Vendée Globe 2028. Et dans ces règles-là, il n'y a pas de projet où il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, voilà, il n'y a pas de projet où il y a pas d'article qui dirait que les bateaux de 2008 bah, seraient sortis. d'accord. Euh, voilà, donc non, pour l'instant, pour l'instant, enfin, en tout cas, tous les bateaux qui sont éligibles au Vendée Globe 2024 seront éligibles au Vendée Globe 2028. Enfin, en D'accord. tout cas, on a fait un premier vote avant la Transat Jacques Vabre sur le projet version 0 des règles 2029. Le vote final, ça sera en avril. Mais bon, globalement, franchement, ça convergeait bien. Hein. Et il y a voilà donc dans le projet et le projet qui a été largement enfin validé, il n'y a pas de il y a pas de changement au niveau de l'éligibilité des bateaux pour le prochain Vendée Globe. D'accord. Dans ce projet, vous avez aussi la classe a voté aussi contre l'interdiction des plans porteurs à horizon 2028. C'est un sujet. Pour l'interdiction. Oui, pour l'interdiction, excusez-moi. Contre l'introduction, je voulais dire. Pour Pour l'interdiction l'introduction. des plans porteurs sur ces bateaux Horizon 2028. C'est un débat récurrent depuis maintenant 2, 3 années dans la classe IMOCA. C'est quoi la justification première? C'est des histoires de coûts, de garder une flotte le plus possible homogène? Ouais, alors c'est toujours pareil. Il y a des arguments pour et des arguments contre et qui se valent. Hein. Après,
c'est difficile de faire le tri. Mais en tout cas, vraisemblablement, si on fait des bateaux, si on met des plans porteurs sur les safrans, les études et les simulations qu'on a vues, c'est que ça faisait des bateaux qui étaient plus stables, donc qui crachaient moins, puisque ça c'est un de nos gros problèmes, puisque le vol c'est un équilibre assez précaire qu'on cherche sur les IMOCA, et en plus on veut faire ça dans de la mer et en solitaire sous pilote automatique, donc l'objectif il est quand même assez chaud. Donc en fait, du coup, dans les simulations, effectivement, on voit que les bateaux ils sont plus stables en vol, mais ils vont aussi 5 nœuds plus vite, ou 7 nœuds plus vite, même à certaines allures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur du reaching très vite, dans les simulations, on voit des bateaux qui naviguent à 29 nœuds. Si on met les plans porteurs, on voit que les mêmes bateaux, ils naviguent à 36 nœuds. Ouais, donc ça veut dire que c'est quand même des bateaux qui seront assez différents, puisqu'il va falloir les renforcer de façon conséquente, et que de fait, l'ensemble de toutes les pièces, on voit déjà qu'on a pas mal de problèmes sur les mâts, on a des problèmes sur les paliers de quilles qu'on a décelés à Ocean Race. On voit déjà que le niveau auquel on navigue, on est déjà un peu embuté d'utilisation d'un certain nombre d'équipements de nos bateaux. Donc, si on va 5 nœuds plus vite, c'est vrai que on va augmenter encore le danger pour les skippers, on va augmenter les efforts généraux sur la plateforme. Donc, vraisemblablement, c'est des bateaux qui risquent d'être sensiblement différents. Et donc, c'était un petit peu là le problème, c'est que par contre, de l'autre côté, on a une flotte de 20-25 bateaux qui ont été construits récemment, et puis une flotte de bateaux un peu plus anciens qui ont été upgradés et qui sont assez proches. Donc, on a une flotte assez homogène de bateaux entre guillemets assez récents, et donc qui sont même, je dirais, financièrement parlant, des bateaux qui sont plutôt au début de leur amortissement. Donc, c'est assez délicat de voter pour des bateaux différents, sachant qu'on a déjà une flotte complète qui est en début d'amortissement, quoi. Donc la transition, elle était pas si simple à gérer. Et même si c'est vrai que quand on regarde juste d'un aspect technique, les bateaux seraient mieux. Ouais. Si on regarde d'un aspect navigation, naviguer à 36 nœuds en solitaire, c'est quand même pas si simple et peut-être un peu dangereux. Je pense que les skippers, ils sont tous assez d'accord que les bateaux vont déjà bien assez vite, et que le niveau de risque qu'ils prennent à vivre à l'intérieur des bateaux, il est déjà à la limite haute de l'acceptable. Donc de là aller plus vite, ça veut dire qu'il faudrait revoir un certain nombre de choses, notamment peut-être la façon d'être sur les bateaux et ainsi de suite. Donc c'est un vrai pas en avant. Financièrement parlant, c'est pareil. On a eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires, et finalement après le Covid, il y avait pas mal de cash dispo aussi. Donc on a eu des facilités pour pouvoir construire des bateaux, pour pouvoir les financer et tout ça. Et donc maintenant, on est plutôt dans la phase où il faut rembourser. Donc c'est assez délicat aussi de dire, on va se lancer dans des bateaux différents. Donc en fait, donc des arguments par exemple qui étaient défendus par Franck Camas notamment, hein, et qui est technologiquement parlant très certainement le mec le plus fort. Et évidemment, pour lui, c'est évident qu'on ferait des bateaux beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que de l'autre côté, des gens qui sont peut-être plus les financiers, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire des bateaux différents. Donc voilà. Donc après, c'est toute l'histoire de la classe IMOCA, c'est que c'est une assemblée générale avec justement des gens suffisamment différents pour amener les différents arguments qui vont correspondre à leur expérience. Et puis derrière, il y a une compilation, et la compilation, elle va vers un projet. Et c'est vrai que je pense qu'on est tous assez persuadés qu'il va falloir le faire à un moment, au bon moment. Mais peut-être que le bon moment, c'était peut-être pas là tout de suite, ce cycle-là, quoi. Bon, alors voilà. Rendez-vous peut-être en 2032. Donc, peut-être, ouais. Donc technologiquement, c'est un peu décevant, mais après, au niveau business et ainsi de suite, c'était peut-être une décision plus conservative, quoi. Et puis l'environnement économique, il est peut-être moins positif aussi qu'il y a 2-3 ans. Donc c'est peut-être une proposition un peu plus conservative, mais bon, l'avenir dira si c'était le bon choix. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que les arguments ont été largement avancés, mis en avant, et derrière, ça a donné un débat qui était passionnant. Antoine, on va terminer en parlant du Vendée Globe 2024. Le 12 octobre, la CM Vendée, qui organise la course, a dévoilé la liste des 44 candidats pour le Vendée Globe. Aujourd'hui, que j'ai regardé cette liste dans le détail pour préparer cet épisode, aujourd'hui, des doutes, il y en a pas beaucoup sur ces 44 marins, à part Nicolas Troussel, donc qui a malheureusement pour lui perdu son sponsor Quorum l'Épargne, mais qui a toujours son bateau, il cherche des partenaires.
On a Phil Sharp qui a pas, pour l'instant, qui à date n'a pas rempli les critères de qualification parce qu'il n'a ni pris le départ de la Transat Jacques Vabre, ni de retour à la base. Donc, si on regarde sur le papier, en tout cas, il ne peut plus se qualifier pour le Vendée Globe, sauf si la SEM Vendée, la direction de course lui accorde une dérogation. Donc, ça ferait éventuellement 42 candidats. Si c'était le cas, s'il y avait 42 candidats pour 40 places, est-ce que la classe pousserait, essaierait de mettre un peu de pression sur la SEM Vendée pour qu'elle accepte un peu d'étendre de 40 à 42 le nombre d'inscrits, pour ne pas en laisser deux au bord de la route comme ça? Bon, on verra où on en sera rendu au mois de juillet. Bon, après, malheureusement, la vie est pas linéaire. Et au départ, par exemple, sur le retour à la base, on avait 42 inscrits. À la fin, il y en a 32 qui sont partis, quoi. Complètement. Et encore, et Jean Le Cam n'est pas parti encore. Il va partir, je crois, mardi. Ouais. Mais donc en fait, il y a toujours. Enfin, tu citais le cas de Corum, par exemple. Hein. Ouais. Bon, bah, c'est quelque chose qui n'était pas réellement envisagé. Enfin envisageable même, hein, enfin voilà, on sait pas. Donc là aujourd'hui, s'il y a 42 ou 43 candidats pour 40 places, il y a quand même une probabilité non négligeable qu'il y ait des faits de course, des faits humains. On voit par exemple sur Massif, Charlie Alain n'a pas pu participer pour raison de santé à la Transat Jacques Vabre. Donc il se passe plein de choses malheureusement, quoi. Donc je dirais c'est un peu comme un mariage, quoi. Il y a souvent 10% d'imprévus, quoi, à la fin, quoi. Si on prend 10% de 42, c'est qu'on sera peut-être 38 à la fin, quoi. La comparaison avec le mariage de ta vie. C'est pour détendre un petit peu la pression, hein, Voilà. sur cette qualification. D'accord. Mais Donc, je dirais qu'on serait 50. Ça serait mais bon, 42 pour 40 places, malheureusement, il y a quand même possibilité que dans l'année qui vient, avec tout ce qui doit se passer, il y ait des imprévus, malheureusement. Donc, oui. peut-être qu'on sera même pas 40, on verra. Et 38, 39, c'est peut-être probable. Bon, ça reste quand même La dernière fois, on était 37, 36. Au moment où la règle passe de 30, enfin c'était 27 plus 3 wildcards, enfin 30 dont 3 wildcards, et du coup on était passé à 30 plus 3 wildcards, donc on était passé à 33, et donc à ce moment-là on était 37 postulants, et à la fin il y en a 32 qui sont partis sur les 33 places, donc ça c'était en 2020. Donc là 42, il y a des chances effectivement. quand même qu'il se passe quelques trucs. Effectivement, et d'autant que la saison 2024 va être assez engagée avec une double transat en solitaire. On rappelle un départ de Transat CIC, la transat anglaise 28 avril, et après la transat retour en solitaire entre New York et les Sables d'Olonne. Ça va être encore quand même un programme assez engagé. Il faut vraiment que les marins naviguent en solitaire avant de prendre le départ de ce Vendée Globe. Oui, il faut que les marins naviguent en solitaire avant le départ du Vendée Globe. On en a parlé en tout début d'émission. Le Vendée Globe, c'est une course de préparation, de préparation pour justement être capable de mener rapidement son bateau, et de préparation pour aller chercher la fiabilité. Et la simulation d'un Vendée Globe, encore une fois, c'est hyper compliqué à faire. Donc plus on va se préparer, plus on va naviguer, plus on va apprendre sur les bateaux, et plus on se donne des chances de réussite. Donc oui, c'est hyper important. Après, c'est vrai que pour les marins, c'est une saison qui est hyper challenging. On avait fait ça en 2015 avec la Transat anglaise et le retour, comment dire, New York Vendée. Globalement, on avait vu que c'était assez sollicitant pour les marins. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas trop? C'est dur à dire, mais mais en tout cas, c'est certain qu'il faut que voilà que la préparation. Si on parle de l'Everest, quand on parle du Vendée Globe, les gens qui font l'Everest, ils se préparent pendant des semaines pour être à la hauteur de l'enjeu. Donc pour nous, deux transats, dont une retour qui est un peu comme retour à la base, quoi, où on va être en avant des DEP et qui simule quand même bien la navigation dans le Grand Sud, hein, qui est la moitié du Vendée. Ça fait que c'est globalement assez intéressant. Hein.
Eh bien, merci Antoine. On va te laisser accueillir aussi les marins de retour à la base qui sont attendus à Lorient le week-end prochain. On te remercie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 144e épisode avec, on l'espère, le marin de l'année. Antoine, tu as voté pour qui pour le marin de l'année? On rappelle que tu vas être connu vendredi soir à l'issue de la soirée du marin de l'année à l'Olympia. Moi, pour Thomas Ruyant. Parce qu'il a gagné 3 transats en 3 ans, et puis je crois que la concurrence au niveau de la Transat Jacques Vabre et de la Route du Rhum, elle était hyper forte et qu'il a eu le talent d'arriver devant. Et puis aussi parce que c'est difficile de faire la différence entre, enfin en tout cas de comparer des gens qui font de la voile olympique et d'autres qui font de la course au large. Mais l'année dernière, c'est la voile olympique très justement qui avait gagné avec un titre de champion du monde de laser qui était quand même exceptionnel. Cette année, il y a une jeune femme qui fait des résultats exceptionnels, mais comme les Jeux Olympiques sont l'année prochaine, on lui réservera le marin de l'année pour sa médaille d'or. Bon, tu parlais de Lauriane Nolot. Bon, tu as voté pour Thomas Ruyant, qui succédera peut-être à Jean-Baptiste Bernaz. Et quand tu parlais de la jeune femme qui fait des résultats extraordinaires, c'est Lauriane Nolot. Merci beaucoup, Antoine. Très bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut. Merci. Bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!